Bonjour, petit test de son. Est-ce que tu m'entends? Anna, ouais, ok. Bonjour à tous, je vous souhaite une belle présentation et je laisse la parole à Christophe. Bonjour à tous. Merci d'être déjà connectés. Je vois que on est déjà pas mal, donc on va peut-être démarrer un petit peu avant 11h05 pour une fois. Bonjour et bienvenue à ceux qui sont là pour le webinaire sauvegarde d'immeuble. On démarre dans pile 2 minutes. Bonjour à tous. On va démarrer dès maintenant puisque en fait je crois qu'on est au complet. J'ai l'impression qu'en fait on est à peu près le nombre d'inscrits par rapport au nombre de personnes présentes. Du coup, merci à tous d'être présents pour ce webinaire sur la sauvegarde immuable. Euh, hop. Bon, l'idée du coup, ça va être de protéger les données avec une sauvegarde immuable et pour ça, je vous ai préparé un petit sommaire. Donc, on va passer brièvement sur le contexte cyber et le mode opératoire des pirates en 2024, qui vont nous guider aussi sur pourquoi externaliser la sauvegarde et surtout pourquoi l'externaliser de manière immuable. On va définir ce que c'est, comment ça fonctionne, quelles en sont les limites, parce qu'il y a des limites à la sauvegarde immuable, comment ça se déploie. On va faire aussi on va essayer de casser un petit, une sorte de de choses que j'entends beaucoup. La sauvegarde S3, on parle de sauvegarde S3 comme sauvegarde immuable. Du coup, on va bien différencier la S3 et puis la immuable, expliquer voilà les différences et dans quel cas on peut utiliser de la S3, dans quel cas on peut utiliser de la S3 immuable et dans quel cas on utilise de la immuable classique. Et je ferai un dernier point sur ID-Line pour ceux qui souhaiteraient éventuellement nous contacter. On va démarrer un petit peu sur le contexte.
L'idée, c'est de comprendre un petit peu l'univers de l'adversaire. Bon, déjà, juste quelques faits marquants. On peut voir que toutes les applications qu'on connaît aujourd'hui, qui sont valorisées des milliards, et bah, sont souvent en fait des applications sur lesquelles les données sont le modèle économique finalement, puisque c'est des applications qui sont gratuites. Bon, ça, simplement regarder ce petit retour par-dessus l'épaule nous permet de voir que la donnée a de la valeur et que si elle n'en a pas forcément tout de suite pour un dirigeant d'entreprise, bah souvent en fait il se rend compte de sa valeur une fois qu'elle est perdue ou exploitée par un pirate. Ou, et pour le pirate en lui-même, en fait, cette donnée a une valeur puisqu'il peut la monnayer. On peut voir aussi en 2018 une prise de conscience au niveau européen, hein, puisque du coup on a le règlement RGPD, Règlement général de la protection des données, qui vient en fait appliquer une couche de protectionnisme en quelque sorte européen sur la donnée, qui va être le fuel, on va dire, de l'IA de demain, ou même d'aujourd'hui. Euh, et puis, bah, du coup aussi une manière de protéger un petit peu mieux les données voilà, des utilisateurs. 2020-2021, je prends volontairement du coup un graphique qui remonte un petit peu. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a eu un tournant en 2021. En fait, la PME est devenue bah, l'entité, le type de structure numéro un attaquée par les pirates en France. Pourquoi la PME? Bah, si on regarde simplement en fait depuis 2020 à 2021, qu'est-ce qui s'est passé? On voit qu'en fait à gauche on avait dans le cas, enfin ici dans la partie violette, les entreprises stratégiques. Donc on se parle de Danone, Total, enfin CAC 40 en gros. Euh, et puis ici les collectivités territoriales et on voit qu'en fait clairement le report il s'est pris depuis les entreprises stratégiques vers la PME. Pourquoi en fait il s'est passé ce report? Bah, c'est simplement qu'en fait 2019-2020 il y a eu Covid. Le climat de cybersécurité bah, est devenu plus hostile. Les grosses entreprises se sont rapprochées d'entreprises du privé pour se sécuriser, ont mis des choses en place, donc elles sont plus difficiles à attaquer. Et puis en fait, on a ici au niveau des collectivités territoriales et du public, en gros, des organismes qui généralement ne payent pas les rançons. Donc concrètement, bah, le pirate, qu'est-ce qu'il voit? Il voit en fait des PME qui sont à la fois plutôt fragiles d'un point de vue cyber et qui ont de l'argent, donc plus de facilité à attaquer et en même temps assez lucratif, donc ils vont aussi beaucoup vers les PME. Donc tout ça, c'est juste des conjectures hein, qu'on peut émettre à partir du graphique, mais qui me paraissent assez pertinentes. La stratégie des pirates, pour comprendre en fait comment se défendre, bah en fait il est pertinent de comprendre déjà comment ils attaquent. Euh, Déjà en fait, il faut voir en gros comment est construit une attaque en 2023-2024. Bah, on peut voir qu'il y a toujours une phase de reconnaissance. On va avoir des pirates qui vont être équipés, qui vont exploiter des OS de pénétration comme Kali. Kali qui est comme un système d'exploitation dans lequel en fait il y a des modules d'attaque qui sont déjà préprogrammés. Le pirate, il va souvent acheter d'abord, avant même d'exploiter Kali, il va acheter des bases de données sur Tor, donc sur le dark web, qui vont lui permettre en fait d'avoir des listes en gros d'IP derrière lesquels en fait il existe des serveurs ou des devices, des endpoints, donc ça peut être des NAS, ça peut être des PC, ça peut être n'importe quoi, qui seraient en fait soumis à des vulnérabilités. À partir du moment où il a cette base de données, bah, en fait, il va du coup faire une deuxième phase de reconnaissance, cette fois-ci en utilisant des canaux légaux comme par exemple LinkedIn, pour identifier qui est le DAF, qui est le dirigeant, qui est la RH, ou le RH d'ailleurs. Et puis ensuite, il va du coup aller un peu plus loin avec ses distributions un peu particulières de pentester ou de pirates, hein. Il va exploiter des trucs comme Kali pour scanner de manière un petit peu plus précise en fait les périphériques à attaquer. Et puis il va exploiter aussi des outils comme Metasploit qui vont lui permettre en fait en fonction de par exemple d'une vulnérabilité donnée bah, de construire ce qu'on appelle un payload. Donc un payload c'est pas un logiciel, c'est une instruction hein, qui va être encodée en hexadécimal et qui va être du coup très difficile à détecter avec un antivirus puisque n'étant pas un logiciel, ce système-là va permettre en fait de construire par exemple des PDF, par exemple un CV. Au RH, en fait, vous avez du coup un CV qui va être ouvert, qui va bien s'afficher, mais derrière, en fait, il va y avoir
une interaction entre le pirate et la machine. Et cette interaction, c'est la construction généralement d'un reverse shell, donc si vous voulez, d'un tunnel qui va lui permettre de passer des lignes de commande sur la machine infiltrée. Quand il peut pas le faire directement, bah, généralement en fait il va le faire via un phishing, donc via ce qu'on vient de se dire, hein, par exemple un CV, dans 73% des cas, d'où l'importance notamment d'avoir un bon anti-spam. Mais je le répète, hein, un antivirus, même un antivirus évolué avec du sandboxing, du comportemental et tout ça, ont énormément de mal à détecter du payload, puisque du coup il ne s'agit pas de logiciel, donc c'est pour ça qu'on préconise beaucoup le DR, notamment chez ID-Line. Ensuite, bah, du coup, le pirate, il va prendre le contrôle d'un poste, il va se déplacer latéralement, il va déployer des backdoors qui vont lui permettre en gros de revenir sur le système si jamais en fait on réinitialise un poste. Et puis, il va procéder généralement à de l'exfiltration de données. Et en fait, une fois qu'il a fait tout ça, bah, généralement, en fait, il s'est passé 5 mois avant que bah, on ait les premiers signes de l'attaque, les premiers symptômes. En fait, cette stat est montée il y a, enfin, j'ai eu la nouvelle stat, on serait plutôt à 7 mois maintenant. Donc en fait, c'est une attaque qui est généralement silencieuse en 2023-2024, avec un pirate qui est patient et qui va rester, on va dire, assez longtemps du coup sur le système d'information avant de, après, en fait, déclencher généralement un premier symptôme qui va être symptôme d'un ransomware, hein, une paralysie des systèmes d'information avec un chiffrage des données, sur lequel il va vous demander une rançon. Généralement, si vous payez la rançon ou vous la payez pas, dans tous les cas, un petit peu plus tard, il vous recontacte en vous disant voilà, j'ai exfiltré de la donnée, du coup je vous propose de la mettre en ligne si vous ne me payez pas une rançon. Donc il y a un vrai problème là-dessus d'ailleurs, c'est que bah en fait là on se parle de sauvegarde externalisée, on se parle de sauvegarde de manière générale, mais en fait on voit que finalement bah, il se passe 5 mois à peu près entre le moment où le pirate est infiltré, où il commence à déployer des systèmes qui vont lui permettre de revenir sur le système d'information même si on met une sauvegarde, et puis bah du coup le moment où il attaque. Donc ça pose un vrai problème, c'est pour ça que je répète à tous mes contacts que la sauvegarde c'est indispensable, mais qu'il faut absolument en fait avoir des systèmes de protection en amont, notamment encore une fois l'EDR qui est plutôt efficace aujourd'hui pour détecter des centres de commande de pirates. Votre pirate, du coup, bah, il a tout intérêt quand il s'infiltre. S'il veut une rançon, bah, il a intérêt à compromettre la sauvegarde. Donc là, ce qu'on voit en fait en ligne de commande, on voit à gauche tout un tas de protocoles qu'on peut exploiter pour quand on est un pirate sur une machine distante. Donc on peut voir notamment par exemple le protocole remove à gauche, qui permet en fait simplement bah, d'effacer des données, hein. Et en fait, on sait que souvent, bah, l'entreprise a un Vim par exemple, ou d'autres types de systèmes qui permettent de piloter une sauvegarde et y compris de la piloter à distance. C'est-à-dire que même si vous l'externalisez chez un prestataire, comme par exemple nous, hein, comme IDLine, bah, en fait, si jamais le pirate arrive à s'infiltrer sur votre poste et puis finalement à effacer la sauvegarde, à effacer les sauvegardes à distance depuis l'interface Vim, bah, ça va poser un problème parce que du coup, il aura compromis la sauvegarde et qu'il va pouvoir vous demander une rançon. Il sera d'autant plus légitime pour tenter de vous demander la rançon. Donc, on va parler un petit peu de la sauvegarde immuable. Donc déjà, bon, je vais enfoncer quelques portes ouvertes, hein. Pourquoi externaliser la sauvegarde? Je pense que si vous êtes sur un webinaire de sauvegarde externalisée immuable, c'est que déjà vous avez une bonne idée enfin, des risques. Déjà, bon, il y a tous les risques physiques, hein, l'incendie, la foudre et les inondations. Bon, bah voilà, j'ai un prospect que j'avais rencontré. Bah, il a pris la foudre, ça a tué le serveur, ça a tué le NAS aussi. Bon, bah, il a perdu en gros les sauvegardes locales. Bon, c'était compliqué. Il y a un risque humain de casse, de vol, d'erreur. On pense peu aussi à un point, mais c'est le sabotage interne. On en voit. Parfois, le sabotage interne, il n'est pas dû à un manque de enfin, c'est pas une question de confiance vis-à-vis des collaborateurs, c'est que parfois, en fait, les groupes de pirates s'attaquent individuellement à un collaborateur de l'entreprise et le font chanter pour qu'en fait il ait des actions sur l'entreprise, des actions discrètes. On peut voir ce type en fait d'action, donc ça peut arriver. Et puis bah surtout le plus gros risque, celui qui fait vraiment frémir les compagnies d'assurance, c'est bah, la cyberattaque, puisque c'est vraiment récurrent. Il y a plus de la moitié des entreprises françaises qui ont déjà subi une cyberattaque
on va dire de moyenne ampleur. Et en fait, il faut savoir que systématiquement, quasiment maintenant, la sauvegarde locale est attaquée en même temps que bah, le serveur. Donc si vous avez juste des NAS, bah, le pirate généralement il est pas trop bête, il est capable en fait de remonter sur les NAS et puis d'aller en fait compromettre la sauvegarde en local. Au niveau des exigences des assureurs, de plus en plus, bah, on voit en fait les briques qui viennent, enfin la brique de sauvegarde immuable qui vient en fait ici compléter bah, en gros les questionnaires cyber qui vous envoient pour pouvoir en fait simplement vous assurer. Donc la sauvegarde immuable, en fait, en quoi ça consiste? C'est une sauvegarde qui va, à la différence d'une autre sauvegarde classique externalisée, on va pas pouvoir la supprimer. En fait, cette sauvegarde elle pourra ni être supprimée par le biais du logiciel, donc ni par exemple par Vim, hein, si vous utilisez Vim, ni manuellement. On ne pourra pas en fait faire une ligne de commande ou même faire clic droit supprimer. Et en fait, ça va tellement être immuable que même votre prestataire, donc par exemple IDLine, là dans notre cas, même IDLine ne peut pas supprimer votre sauvegarde, sauf évidemment à aller péter à la hache la machine sur laquelle en fait la sauvegarde est déployée. C'est-à-dire que nous, même en SSH, sur le serveur, on ne pourrait pas en fait comment dire, venir la détruire puisque même le SSH est désactivé en fait sur les systèmes qu'on met en place. Donc en gros, on est sur une sauvegarde qui va être en lecture seule. Et là, en fait, on peut voir bah, un exemple, hein, c'est notre directeur technique, un Gildas, qui nous montre en gros une tentative de suppression de la sauvegarde. Et en fait, vous voyez, il y a une erreur en gros qui est, enfin c'est pas une erreur, c'est un petit flag là qui nous dit, bah en fait la sauvegarde ne pourra pas être supprimée avant le 9/1/2024. Donc en fait, qu'est-ce que c'est la sauvegarde immuable? C'est une sauvegarde sur laquelle en fait on va placer la sauvegarde dans un container en lecture seule avec une date d'expiration. Et cette date d'expiration, tant qu'elle n'aura pas été bah, atteinte, on ne pourra pas toucher à la sauvegarde. Enfin, on ne pourra pas ni la modifier ni la supprimer. C'est important aussi de préciser qu'on ne peut pas la modifier, on ne peut pas la compromettre. Est-ce que la sauvegarde immuable est infaillible? Eh ben pas du tout. En fait, et ça, il y a peu de gens qui le savent. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour attaquer une sauvegarde immuable? Bah en fait, si vous mettez dans la peau d'un pirate, ce qu'il faut toujours faire quand vous prévoyez en fait une démarche de défense, hein, bah vous vous dites bah en gros j'ai juste en fait à avancer l'horloge, puisque du coup il y a une date d'expiration. Et ça c'est pour les plus anciens d'entre nous. On a connu les manières de craquer. Alors, je sais pas si je suis peut-être un peu border à dire ça, mais à craquer des logiciels en simplement bloquant l'horloge de Windows ou bloquant l'horloge du BIOS pour garder en fait un logiciel qui est avec une clé d'expiration qui devait avancer. Là, en fait, dans le cas d'une sauvegarde immuable, bah, on pourrait en fait imaginer que le pirate s'attaque au serveur de temps. Et en fait, si on peut l'imaginer, c'est que ça se passera. La loi de Murphy en informatique. Euh, tout ce qui pourra arriver arrivera. Donc là, en gros, il y a une attaque qui s'appelle c'est l'attaque par NTP, par Network Time Protocol, donc qui consiste en fait à venir avancer l'horloge pour faire expirer l'immuabilité. Donc déjà, 2 points, hein. C'est une attaque qui est pas simple à monter, il faut quand même quelques compétences pour aller chercher du coup ce type de démarche. Euh, J'avais un deuxième point que je voulais évoquer, mais je l'ai perdu, désolé. Euh, Du coup, comment est-ce qu'on fait? Bah, en fait, nous, pour en gros empêcher ce type d'attaque, on a mis des protections sur les systèmes de serveurs de temps. Euh, donc l'idée, c'est quoi? C'est que, bah, en fait, on va avoir déjà 2 systèmes distincts. C'est-à-dire que toutes nos sauvegardes immuables sont déjà répliquées sur 2 data centers en fait qui ne se connaissent pas en fait l'un l'autre. C'est-à-dire que les 2 systèmes de stockage en fait ne peuvent pas interagir l'un avec l'autre, qui sont basés dans 2 lieux différents physiquement. Et en fait, ils utilisent 2 référentiels de temps différents. On a en plus de ça en fait une protection des serveurs de temps de manière à ce que on ne puisse pas avancer l'horloge comme on le voudrait. En fait, comment est-ce qu'on fait? On a un système qui fait que si jamais on doit en fait mettre à jour une horloge, mettre à l'heure une horloge, il faudra pour ça la décaler dans le temps, l'avancer par exemple dans le temps.
et en fait le système ne tolère pas une avancée dans le temps, un différentiel de temps de plus de, je sais plus, je crois que c'est un truc comme 1 ou 2 millisecondes. En d'autres termes, en fait, si on voudrait avancer ne serait-ce que de, je sais pas, de quelques jours l'horloge, bah, il faudrait en fait que le pirate attende plusieurs mois pour que en fait ces quelques jours aient avancé sur l'horloge. Ça compromet évidemment bah, du coup ce type d'attaque en fait par NTP. Donc il y a d'autres systèmes aussi hein, qu'on peut mettre en place avec des serveurs de temps satellitaires. Le mieux, c'est peut-être en fait de mixer les deux, hein, c'est-à-dire d'avoir un serveur de temps satellitaire et un système en fait de temps différent, parce que contrairement à ce qu'on peut croire, bah, un système de temps satellitaire, c'est pas inattaquable non plus. Donc, on est sur un niveau de cybersécurité qui est largement plus avancé qu'une sauvegarde externalisée classique, surtout qu'en fait derrière, pour aller attaquer un serveur de temps chez un hébergeur comme IDLine, bah, il va falloir déjà passer en fait toutes les frontières en amont, c'est-à-dire nos firewalls, nos EDR, puisque du coup on a de l'endpoint detection and response, hein, un système de détection de pirates, de centre de commande de pirates infiltrés, du SIEM, c'est-à-dire en fait un système qui va loguer qui va en fait nous envoyer tous les logs de toutes les machines et sur lequel en fait on va avoir des systèmes enfin, des algorithmes qui vont nous permettre de détecter de manière systémique des traces de tentatives d'infiltration. Euh, et puis toutes nos procédures aussi, hein, ISO 27001, puisqu'on est audité de l'extérieur, bah, en fait, il faut savoir aussi que l'humain a quand même sa part généralement dans les cyberattaques, donc il faut éviter tout ce qui pourrait être corruption et tout ça, et c'est pour ça qu'on a des procédures type ISO 27001 avec des audits extérieurs sur la traçabilité de nos procédures. Quelques questions que en fait beaucoup se posent sur la sauvegarde immuable quand je vais du coup en clientèle, hein, quand je vais rencontrer des PME, bah du coup on me pose des questions, donc je vais essayer d'y répondre. Déjà la première question qui se pose, c'est comment est-ce que ça se déploie? En fait pour vous, c'est extrêmement transparent. En fait, la sauvegarde externalisée Vim, bah, en gros, on va connecter un Vim Cloud Connect, un connecteur, hein. Nous, on va vous déployer en fait un repository, donc un espace de stockage sur nos data centers. Et puis en fait, simplement, c'est nous qui allons passer en gros ces espaces de stockage sur une zone en fait immuable. Donc en gros, pour vous, bah en fait, ça fonctionne exactement comme une sauvegarde externalisée classique, c'est-à-dire avec le Vim Cloud Connect classique, avec la seule différence, c'est que bah, en fait, les sauvegardes qui seront faites ne pourront pas être modifiées ou supprimées pendant la période en fait qu'on aura définie d'immuabilité. Donc la période d'immuabilité, on l'a définie ensemble hein, avec le prestataire. C'est-à-dire qu'en gros, nous, on est sur 7 jours par défaut, mais on peut éventuellement faire d'autres choses. Voilà, ça coûte un peu plus cher parce que ça exploite évidemment un petit peu plus de place. Est-ce que la sauvegarde reste granulaire? Bien sûr. C'est-à-dire que vous pouvez toujours récupérer un fichier sans avoir à remonter toute la machine virtuelle. Euh, Est-ce que les temps de restauration sont différents? Oula, j'ai fait une faute à son, mes excuses. Est-ce que les temps de restauration sont différents? Non, en fait, si vous devez récupérer votre sauvegarde, il n'y a aucune espèce de différence avec une sauvegarde classique. Sauf dans le cas d'une sauvegarde S3. Et du coup, je vais clarifier un petit peu le sujet S3 derrière. Euh, Du coup, quelle différence entre de la S3 et immuable? Bon, je pense que c'est plutôt ça, c'est un point qui me tient à cœur en fait de traiter. Euh, Déjà, en fait, il faut essayer de comprendre ce que c'est que de la S3 parce que souvent, en fait, j'ai des clients qui me demandent de la S3, mais en fait, derrière S3, en fait, eux, ils entendent de la sauvegarde immuable. S3 ne veut pas dire immuable. S3, c'est un protocole, enfin c'est un système de stockage en fait. C'est même une philosophie presque de stockage qui est différente en fait de la philosophie de stockage classique. En gros, sur Windows, bah, on stocke des dossiers, des fichiers. En S3, en fait, on va faire des choses de manière un petit peu différente. On va convertir tous les dossiers, tous les fichiers en objets au sens informatique du terme, ce qui va nous permettre en fait d'enrichir les objets avec des métadonnées et puis éventuellement de créer de la déduplication, c'est-à-dire de réduire un petit peu en fait la taille des données puisque bah, une donnée qui est utilisée à plusieurs endroits, en fait, on va mettre une sorte de pointeur et simplement, bah, quand on a besoin de cette donnée, on va la exploiter derrière.
Déjà, petite chose, en fait, tout le monde ne peut pas faire du S3. Toute PME ne peut pas en fait faire du S3. Nous, on est capable de proposer les deux. On est capable de proposer en fait de la sauvegarde classique, on est capable de proposer du stockage classique, et on est capable de proposer du S3. Mais toutes les PME ne peuvent pas en fait tolérer du S3. S3, c'est très particulier. C'est plutôt généralement pour dédié à des entreprises qui ont d'énormes volumétries. On se parle en centaines, voire en milliers de téras. Là, ça peut avoir du sens. Par contre, du coup, le S3, ça a aussi quelques inconvénients. Une S3, en fait, elle peut être immuable. On peut rajouter en fait une couche d'immuabilité. En fait, on peut faire exactement ce qu'on fait avec de la sauvegarde externalisée, mais du coup, encore une fois, la S3, ça ne signifie pas forcément immuable. Euh, les points en fait de limite, du coup, enfin comment définir ça? Les avantages de la S3, en gros, le gros avantage, les trois gros avantages en gros, c'est sur une énorme volumétrie. Si vous faites du stockage S3, ça va vous permettre en fait de faire des recherches plus rapides sur des quantités importantes de données. Ça, c'est le premier point. Parce qu'en fait, le système de recherche de Windows dans des fichiers est quand même assez lent. C'est plus un gadget qu'autre chose. Ouais, le système S3, en fait, on est sur des technologies plutôt orientées web, un peu comme ce qu'on peut avoir sur, sur du Google avec de l'Elasticsearch derrière, où en fait on va être vraiment sur des modèles adaptés à faire de la recherche sur de la très grosse quantité de données. Euh, sur de la S3, on va pouvoir faire de la déduplication, donc compresser un petit peu la taille des données. Voilà en gros les gros avantages de la S3. Les inconvénients, bah, c'est que en fait, admettons que vous voulez faire de la sauvegarde S3, bah, il va falloir convertir en fait les données en objets. Et du coup, bah, si vous devez faire une restauration, bah, c'est là où en fait ça va être beaucoup plus lent parce qu'il va falloir dans l'autre sens, reconvertir en fait tous vos objets en données. Donc la restauration peut être beaucoup plus lente en S3. Et le coût de sortie en fait d'une sauvegarde S3 peut être du coup, enfin il peut être plus intéressant à l'entrée, mais beaucoup plus coûteux à la sortie. Quand choisir du coup S3 ou quand choisir, alors je vous ai mis une technologie, la Linux Hardened, c'est en gros une des technologies que nous on utilise pour faire de l'immuable. C'est une, je dis bien une des technologies. Donc, bah, en fait, déjà la première chose, hein, c'est, je répète, hein, toutes les entreprises ne peuvent pas faire de S3. Il faut des baies, généralement des baies un peu spéciales pour faire du S3. Nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on propose du S3 pour des énormes volumétries. J'ai mis vraiment une échelle basse à 50 Tera à peu près, mais je pense qu'en fait, on pourrait monter un peu plutôt autour de, voilà, de 100 Tera, quoi. Et quand est-ce qu'en fait il est pertinent de faire une sauvegarde classique avec du coup de l'immuable voilà, comme on le propose par exemple côté ID-Line, bah en fait ce serait plutôt pour des petites volumétries. Donc j'entends des petites volumétries, c'est des volumétries inférieures à 50 Tera. Voilà, dans ces moments-là, c'est plus adapté, les temps de restitution sont plus courts. Voilà. Mais encore une fois, on sait faire les deux. Tout dépend en fait de vos problématiques et de vos besoins. Dernier point, bah là en fait, je vous propose juste de découvrir ID-Line en deux slides. Donc en gros, ID-Line, c'est le groupe NVL, enfin c'est une des filiales du groupe NVL. C'est un groupe qui existe depuis 40 ans, qui fait des belles croissances. On est à 7%, on était à 7% en 2022, on va atterrir aux alentours de 14% en 2023, puisqu'on a un exercice comptable qui est un petit peu en décalé hein, par rapport à l'année calendaire. 14% pour un marché qui, si je ne me trompe pas, doit se porter aux alentours de 8%, donc on surperforme un petit peu le marché. Aujourd'hui, ID-Line en fait est une des filiales plutôt orientée hébergement et cybersécurité au sein du groupe. On a aussi une dimension opérateur, mais grossièrement en fait ID-Line c'est les trois data centers du groupe. Et puis c'est l'activité de cybersécurité infogérée, donc tout ce qui est firewall, EDR, comment dire, anti-spam et tout ça, mais en infogérant, c'est-à-dire servi par nos gars. Novancy, c'est notre filiale d'infrastructure qui distribue du matériel et puis qui s'adresse plutôt à du très gros compte supérieur à, on va dire, à 200, 300, ouais, on va dire plus que ça, ouais, 300 postes à peu près, minimum. Numi, c'est notre filiale de digitalisation des process qui fait notamment de la dématérialisation de documents et puis de l'affichage dynamique. Et puis Vaelia, c'est notre centre de formation et de certification pour monter en compétence sur toutes les dynamiques informatiques, donc du langage de programmation, piratage éthique et autres.
Et puis dernier point concernant ID-Line en elle-même en fait, la filiale. Du coup, la filiale aujourd'hui gère, en fait, c'est 70 collaborateurs au sein du groupe, hein, sur les 200, à peu près 250 maintenant collaborateurs qu'on compte au sein du groupe. On a à peu près 10 ans d'infogérance cyber. Et puis, on gère aujourd'hui, en fait, on a plus de 7000 EPP EDR en infogérance, donc les systèmes de protection contre, en gros, les centres de commande de pirates, avec notamment notre SOC, notre Security Operations Center, un centre opérationnel de sécurité qui permet en fait de veiller à distance sur comment dire, de l'informatique sur des systèmes d'information de clients et puis d'intervenir en fait en 1 heure max en cas de détection par exemple d'une tentative de cyberattaque. On a 3 data centers en nom propre et puis on a des centres d'exploitation de manière un peu plus large, des contrats avec d'autres centres d'exploitation. C'est des data centers qui sont certifiés ISO 27001 et designés Tier 3. Et puis, on a plus de 2200 firewalls en infogérance chez ID-Line, avec à peu près, en fait, on est premier intégrateur d'Extend sur Fortinet notamment. On n'utilise pas que Fortinet, on utilise aussi WatchGuard et puis d'autres technos. Et puis, je crois qu'on est top 10 France sur 500 sur la partie Fortinet notamment. On fait aussi de la téléphonie sur IP. On a plus de 10 000 utilisateurs en téléphonie Avaya. Et puis, on a un peu plus de 800 clients en hébergement et 3000 fibres. Et dernier point nous concernant, en fait, on a quelques reconnaissances qui vous permettent, vous, alors là, c'est plus pour vous quand vous avez en fait des politiques d'assurance à rassurer ou des clients en face ou alors des partenaires qui demandent en fait ce type de label. Donc en fait, au niveau du groupe, on porte le label Expert Cyber, qui est en fait le label de l'ANSSI, qui nous a été, enfin c'est l'ANSSI qui reconnaît en fait nos compétences en cybersécurité et du coup c'est pour ça qu'on est présent sur le site cybermalveillance.gouv.fr. Et puis on a du coup le label, enfin l'ISO 27001 hein, qui est l'Information Security Management, donc encadrement de la sécurité des données. Voilà. Après les autres vous concernent peut-être un petit peu moins sur la partie cybersécurité. Ce que je vous propose, c'est de rester encore 1 ou 2 minutes en ligne. Si vous avez des questions, écoutez, je suis là pour y répondre. Donc, il faudra penser simplement à activer votre micro. Je crois qu'il y a un système de questions que je vais aller voir. Je suis pas hyper à l'aise avec le système GoToWebinar, mais voilà. Donc, vous pouvez poser en fait des questions dans l'interface de GoToWebinar. Comme vous pouvez le voir, le webinaire en fait a été assez rapide. Voilà, je trouve que le format 1 demi-heure est pas mal, donc n'hésitez pas à me dire si j'ai oublié d'aborder des points qui vous étaient chers. Vous avez mon numéro de téléphone et mon mail si besoin de me contacter après coup, que ce soit pour un projet ou des questions. Et puis, écoutez, si je vois pas apparaître de questions, je pense que je vais simplement couper mon micro et puis vous remercier pour le temps consacré à ce webinaire. Eh bien, écoutez, merci pour votre attention et puis au plaisir. À bientôt. Je reprends une seconde la parole pour répondre à Pierre qui nous demande en fait si on a enfin si j'ai une idée des tarifs. Oui, oui, évidemment, j'ai une idée des tarifs et je vais essayer d'en parler un petit peu. Euh, alors les tarifs, je pourrais pas les afficher en webinaire. Cependant, ce que je peux faire, c'est vous expliquer au moins comment ils sont construits. Donc en fait, ils sont construits en tenant compte de 3 dimensions. Première dimension, c'est la volumétrie. Sachez qu'une sauvegarde immuable
consomme plus de volumétrie qu'une sauvegarde classique, puisque du coup, en fait, on doit garder des sauvegardes entières à certains endroits, là où on peut pas faire en quelque sorte d'incrémental. Euh, du coup, on est à peu près, enfin, on est sur des tarifs à peu près 30% plus chers que sur une sauvegarde classique. En termes du coup de dimension, qu'est-ce qui rentre dans le prix? Il y a donc la volumétrie, le nombre de machines virtuelles à sauvegarder, puisque ça, Vim nous demande en fait de les déclarer. Et puis il y a un dernier point, c'est le transit garantie que vous demandez en fait sur les data centers de l'hébergeur. En l'occurrence, si par exemple vous avez une grosse sauvegarde, il va être peut-être pertinent d'avoir, je sais pas, par exemple 100, 200 mégas en transit garantie sur les fibres du data center, donc qui font partie aussi des constituants du prix. Voilà. Après, pour des questions, on va dire de manière, enfin sur les tarifs de manière un peu plus précise, je vous invite à me contacter directement. Je vais libérer l'antenne. Merci, merci encore, et puis à très bientôt.